c'est parti. Dans ce beau plan de la combe à la serpent, Ouais, avec nos beaux bonnets. on est bien. Ça y est, On a mérité, hein. On est là, on a grimpé, on est content. ça c'est clair. On se retrouve pour une deuxième session de discussion, une deuxième belle discussion après la première qui était très enrichissante, je pense, pour les deux parties, pour les gens qui ont pu écouter, regarder Ouais, ou qui regarderont par la suite. Et donc on se retrouve aujourd'hui à la combe après une petite montée, comme tu dis, matinale, dans un endroit où on peut bien respirer, où il y a une vraie connexion avec les arbres. Est-ce que, par exemple, pour commencer, on pourrait parler de cette énergie du matin, de cette chose de se retrouver ici dans un espace, et comment toi tu l'intègres à peut-être une routine, un quotidien, ou une façon de respirer tout simplement, de te connecter à certaines choses. ah, on va parler de respirer. Tu, Mm. tu m'emmènes immédiatement sur. Alors évidemment, les gens peuvent se dire, ouais, bah, eux, ils sont bien, ils sont dans les bois, ils respirent, par opposition à des gens qui habiteraient dans d'autres espaces et qui n'auraient peut-être pas le luxe en fait de se permettre les bois ou qui se disent que c'est pas pour eux ou que bon, etc. Eh ben, moi, la première distinction, la première différence que j'ai envie de faire, elle se situe exactement à cet endroit-là. C'est-à-dire que quel que soit l'endroit du monde dans lequel tu es, et effectivement, il y a des endroits qui sont relativement quand même impropres, il faut le reconnaître, mais quand même, la respiration, c'est ce qui va faire la différence. Et respirer, c'est pas seulement respirer de l'air pur. C'est aussi s'autoriser à un moment à soi dans lequel le rythme est plus lent. Et tu vois, rien que le fait de l'évoquer, je sais pas si ça te le fait, mais Mm. moi, ça m'instruit immédiatement à ralentir mon rythme. Et les gens que je reçois souvent en consulte, qui arrivent avec beaucoup d'angoisse ou de stress, le premier truc que je leur fais faire, c'est ralentir. Ils sont dans le tourbillon des idées et ils essayent de trouver un échappatoire par l'idée, justement, par le phosphore, hein, par la pensée. Et moi, je rassemble les pensées et j'utilise leur corps pour concentrer la pensée en un endroit. Aussi, j'aime bien faire la différence entre le besoin et la nécessité. Donc avoir besoin de se recentrer, c'est valable toujours, partout, tout le temps. Avoir la nécessité d'un espace privilégié dans lequel je vais me centrer, faux, faux. Je peux me centrer en allant au boulot si je suis un citadin, je peux me centrer dans le bus, je peux me centrer dans le tram. Alors les conditions ne sont pas les mêmes, c'est vrai. Et certaines conditions, je le répète, il ne faut jamais nier l'évidence, certaines conditions sont impropres, hein, on est bien d'accord. Néanmoins, le sujet c'est toi. Et comment à un moment donné tu peux revenir à toi. C'est bon ce qu'on vient de vivre là. Je m'en occupe. C'était tellement puissant le propos que ça s'est cassé la gueule. Donc je suis en train de le remettre pendant que Tony digère. Ça t'inspire quoi ce que je te raconte là? J'adore, vraiment dans le sens, mais on en avait déjà parlé, mais Bah, cette idée de pouvoir se centrer n'importe où, que c'est pas du tout lié à l'environnement dans lequel tu peux être, et, et qu'il y a une nécessité, ou en tout cas une facilité de le créer où tu veux, où tu peux, quand tu peux, tu vois. Et ça devient rapidement un prétexte. C'est-à-dire que tu as des gens qui vont t'expliquer en fait qu'ils n'ont pas de temps pour eux Mm. parce que le matin ils sont timés. Mm. Mais en fait, c'est la culture de l'opportunité. C'est-à-dire que timer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas aller d'un point A à un point B, forcément, pour Mm. aller dans ton travail, et que tu auras des temps morts, tu vois. Mm. Et que vont faire les gens dans ces temps morts? Ils vont fuir le corps. Mm. Bien souvent, toi, tu es actuellement sur Paris, tu Mm. regardes dans le métro parisien, qu'est-ce que tu observes? Des gens qui sont enfermés dans eux-mêmes, tu vois, podcast, Mm. machin, casque. Ils ne veulent pas vivre en fait le quotidien qui sont le Mm. leur. Et alors, il y a quelque chose comme ça d'une fuite Mm. vis-à-vis de là où ils sont. Alors, je dis pas que là où ils sont, c'est formidable, hein, Mm. mais je dis que la situation dans laquelle ils peuvent se retrouver, c'est le corps. Et que précisément, ce corps, bien, en fait, plus tu le fuis,
et plus il te donne des indicateurs de peur, de stress qui vont venir alourdir ta journée alors qu'elle vient à peine de commencer. Si on prend l'exemple du métro, par exemple, qui en est un bon, comment tu te connectes, tu penses à ton corps dans ces moments-là, justement en essayant de ne pas fuir via des artifices qui pourraient être des écrans, de la musique ou autre chose, je sais pas. Les points de contact. Je te donne un repère extrêmement concret en fait et que j'enseigne beaucoup partout où je passe. Les points de contact. Et je vais même te dire, au moment où tu me l'as dit, à quoi j'ai pensé, la barre de métro. Okay. Alors il y a des gens qui trouvent ça dégueulasse parce que beaucoup de gens mettent là. Moi je m'en fous complètement. On se nettoie les mains après. Ouais, bon. Ou pas, peu importe. En fait, tu vois, moi j'ai besoin qu'il y ait du contact entre mon corps et l'environnement. Et en fait, en dehors de vivre en apesanteur, tu as toujours du contact entre toi et l'environnement. Et l'idée, c'est de mettre ta vigilance dans ces endroits. C'est pour ça que ça s'appelle les points de contact. Qu'est-ce qui fait contact avec le mobilier urbain dans lequel tu es en train d'être, tu vois? Et il ne s'agit pas de le lister à la manière d'un truc cognitif, tu vois? Non. Il s'agit de mettre de la vigilance dessus. Et là, on va passer notre temps à ramasser ce truc qui descend parce que en fait, on est dans la nature et donc effectivement, la nature, c'est pas plat. Donc là, je le remets. Voilà. Mais c'est bien, ça donne le truc vivant. Hein, ça montre que ça vit. MacGyver a encore des choses à nous apprendre. Voilà. Donc évidemment, ce ne sera pas coupé. Évidemment, on va garder cette sensation de tanguer. Ouais, donc tout à fait. C'est bien que ça vienne de tomber parce que ça montre aussi un autre truc que tu viens de me demander, enfin que moi j'intègre là-dedans, c'est que j'y arrive pas tout le temps. Ça, c'est important de le dire aussi. C'est-à-dire que il y a des moments où c'est extrêmement simple de se reconnecter à soi, et il y a des moments où tu vas te retrouver dans un environnement, j'ai utilisé le terme impropre, ça peut arriver. Ça peut arriver que dans une rame de métro, moi, j'y arrive pas parce qu'il y a beaucoup, je ne sais pas moi, de tension. Et dans ces cas-là, en fait, je prends mon courage à deux mains, je change de rame. Okay. Avant, j'aurais pensé que prendre mon courage à deux mains, c'était subir et accepter, tu vois. Eh ben non. En fait, c'est où est-ce que je peux me sentir, moi, bien, tu vois. C'est ça le plus important, en vrai. Et même si tu es pressé, même si tu peux avoir quand même un espace de pensée qui va pas te mettre en retard, hein, de trouver l'emplacement, le positionnement qui soit le mieux pour toi. Et si tu es vraiment coincé, le remède pour moi, c'est vraiment cette idée des points de contact. Et donc, quand j'ai pas la rame, j'ai forcément quelque chose qui fait contact. Et le cas échéant, mes pieds. Ok. Voilà. J'aime bien cette notion de dire qu'on peut ne pas y arriver ou qu'il y a des moments où ça ne fonctionne pas et qu'il faut aussi les accepter ou trouver des opportunités pour avoir un meilleur endroit ou alors juste des fois accepter que ça ne peut pas être dans ce temps-là. On a déjà parlé d'une chose aussi qui est la notion un peu de temps avec l'idée, et tu diras si tu es bien d'accord avec ça, que ça peut durer un laps de temps très court dans ce qui est le temps en matière. Par exemple, tu peux te reconnecter en 2 minutes quoi, dans un changement de métro ou tu n'as pas besoin de te dire que tu as 30 minutes devant toi dans lequel tu dois t'ancrer. Est-ce que en 3 minutes, tu peux méditer, te sentir reconnecté? Alors, il y a les deux étapes. C'est-à-dire que d'abord, tu as raison, le fait de te reconnecter, c'est très rapide. C'est-à-dire que là, par exemple, au moment où on se parle, on est déjà bien connecté à la base terre. Mais tu vois, si on veut accentuer, je le fais en même temps que je te le dis, tu vois. Je vais utiliser l'assise, là on est sur des rondins de bois. Je vais mettre ma vigilance moyen fessier, ischio-jambier, fesses, coccyx, c'est-à-dire toute la zone qui est en contact avec ce rondin de bois. Et plus ma vigilance, elle est à cet endroit, et plus je suis présent à moi. Et on pourrait dire, ah ouais, mais si tu es présent à toi dans un espace où tu te sens prisonnier, c'est pas cool. Eh ben c'est le contraire en fait. Plus tu es présent à toi dans un espace, et plus tu ouvres un océan à l'intérieur de toi dans lequel tu peux effectuer des plongées et aller te rencontrer. Alors les conséquences vis-à-vis de l'extérieur, on pourrait penser que ça fait toi un être un peu chelou, tu vois, bizarre, avec un regard étrange.
c'est un peu vrai. C'est-à-dire que tu vas avoir un regard périphérique. Donc tu vas pas regarder un point en particulier, tu vas avoir un regard périphérique et une forme, je ne sais pas comment dire, de contemplation intérieure qui s'observe de l'extérieur, mais qui te met assez à l'abri en fait de tous les attrapeurs de regard, tu vois. Et du coup, tu te retrouves dans un environnement où tu es à la fois absolument intégré au mobilier et en même temps tout à fait à l'abri. C'est un paradoxe, mais en fait d'être fusionné des barreaux de ta cellule te donne une forme en fait d'invulnérabilité à l'égard de ce qui s'y passe en fait. Et t'offre un autre œil sur le reste. Ça, c'est une conséquence. En effet, à partir du moment où tu es bien ancré en toi, bien fusionné à l'environnement, la scène de vie, la comédie humaine que tu vas observer, il va y avoir un élément qui va apparaître qui va être le non-jugement. Et en fait, pas dans le sens d'une morale où tu dois ne pas juger, non, parce que ça marche pas. Dans le sens d'un état où tu fais le pas de côté et où tu commences à observer les êtres à la manière d'une pièce de théâtre et où toi, finalement, tu peux très bien aimer celui-là et aimer celui-ci en fonction des prestations de ce qu'ils sont en train de donner d'eux-mêmes, tu vois. Ça n'est plus le même niveau de contact avec le réel. Ça va être super intéressant. Et ça permet d'ouvrir un autre grand thème que j'aimerais qu'on aborde, qui est le corps, même si forcément on en a déjà parlé, mais le corps qui est, je sais, une matière très très importante pour toi, que tu mets en centrale, peut-être prioritaire, je ne sais pas quel mot on peut trouver. Quel est toi c'est une question très, très générale qu'on pourra éclaircir après, mais quel est ton rapport au corps en général, si tu dois le définir? Alors, pas constant, contrasté et souvent souffrant. Okay. Si je suis très honnête, en fait, ce qui m'amène à être beaucoup ce praticien du corps, c'est précisément que des douleurs au corps, j'en ai. Et lorsque j'en ai, je ne fais pas toujours ce qu'il faut en termes de justement présence à moi pour résoudre. Les blessures racontent une histoire, c'est ce dont on parlait hier soir quand on a joué au foot ensemble. Les blessures racontent une histoire et parfois elles sont dures à digérer, ces histoires. Une cheville qui se tord par exemple, eh bien c'est une difficulté à prendre une décision, tu vois. On dit je ne sais pas sur quel pied danser, donc tu n'as pas vraiment en fait de direction stable, tu composes, tu composes en fonction de l'autre, des événements. Bon, alors, ta cheville va se tordre. Toi, tu vas te sentir, si tu es quelqu'un de mobile et qui aime bien fuir, tu vas te sentir handicapé, tu vas te sentir enfermé. Et donc, tu vas en vouloir dans un premier temps à ton corps par rapport à ça. Ça, c'est la première étape. Mais la deuxième étape, une fois que tu vas réussir à entretenir ce dialogue, à commencer à parler en fait à la blessure, la deuxième étape, c'est que cette blessure, elle va passer d'une importance de ce cran-là à une importance de ce cran-là. Le fait de l'écouter, le fait de rentrer en résonance avec ta blessure, diminue la sensation de blessure, accélère la guérison et aussi la récupération. Mais ça, c'est intéressant qu'on en parle parce que ça existe dans les neurosciences depuis les années 70 et les études sur les neurones miroirs qui ont observé en fait que quand une blessure apparaît et qu'il faut aller vers la rééducation, tu peux commencer à rééduquer alors que le pied, par exemple, je prends le pied, est immobilisé. Tu peux commencer à rééduquer en gardant ton pied ou ta cheville, puisqu'on parle d'une cheville, dans ton schéma corporel. Continuer à dire tu es encore avec nous, tu es encore mon copain, tu es encore dans l'équipe, tu joues encore, ouais, tu vois. Pas oublié. Voilà. Et ce n'est pas grave, ça ne fait rien. Donc, une blessure, en fait, la garder dans le schéma corporel, entretenir un dialogue avec elle, est un moyen, en fait, de récupérer plus vite. Mais la question que tu m'as posée est davantage profonde, c'est mon rapport au corps. Et mon rapport au corps, comme je te le dis, il est contrasté. Là, au moment où je te parle, je suis absolument convaincu de ce que je dis. Et quand je suis en cabinet et que je le pratique avec les patients avec lesquels je suis, ça marche. Néanmoins, j'ai comme un réflexe automatique qui va être lié à mon parcours de vie, à mon existence, qui est le premier temps, je fuis. Le premier temps, je ne veux pas le voir. Le premier temps, je suis dans le déni. Tu me connais dans la pratique du sport qu'on a en commun. Si j'ai une blessure, le premier truc, il faut que ça passe. Tu vois. Faut que ça passe. Je vais continuer de jouer parce que je ne veux pas me retrouver l'enfant
qui est éloigné de la cour et des Hmm. copains. Tu vois, je veux continuer à jouer parce que jouer pour moi, c'est la joie et la joie, c'est ce qui me fait du bien. Donc le premier, la blessure, immédiatement, je la vis comme un handicap et une punition. Et c'est ce qui m'empêche immédiatement d'avoir un regard euh, aimant sur cette blessure. C'est comme s'il y a un temps qui doit Ouais. se mettre en place. Ah, pour moi. Hmm. Et le deuxième temps, effectivement, quand je rentre chez moi, quand, quand je suis plus... Allez, on y va, eh bien là, je commence à entreprendre ce que je te raconte. Un protocole, en fait, de soins qui me rassure et qui me guérit. Et pour rester dans le thème de la blessure, ou en tout cas des maux du corps, comment dans la deuxième phase, tu les interroges, tu leur parles, je sais que c'est des termes qu'ils utilisent souvent. Comment ça se passe Concrètement. pour toi? Alors, la réponse que je vais faire est rigolote, le plus simplement du monde. Regarde, on va faire une expérience, toi et moi, et on va la faire en live. Moi, là, en ce moment, celle qui m'ennuie, c'est la cheville gauche. Tu dois en avoir J'ai une cheville droite. une cheville droite. La Ok, t'as une position cheville droite. me Bon, permet de changer la position. eh ben regarde, à l'intérieur de moi, le premier truc que je vais faire, c'est donner la parole à la douleur. Ça, c'est une autre méthode qui s'appelle le body scan. C'est-à-dire que là, on a parlé des points de contact tout à l'heure et mettre la vigilance sur ce qui fait contact. Maintenant, on va mettre la vigilance là où est la douleur. Ok. Et de façon plus générale, le body scan, c'est pas seulement les douleurs, mais là, on va l'utiliser à l'expression de la douleur. Donc, on va les regarder et tu vois, ça me demande de faire silence, donc je vais moins parler là. Mais c'est pas grave parce qu'on a des oiseaux qui parlent à notre place là. Et je vais me centrer et je vais aller vers ma cheville. Je vais te demander de faire la même chose. Et tu as vu dans un premier temps, la douleur qui est muette, elle va se faire entendre, tu vois. Donc dans un premier temps, elle va gagner du terrain. Comme si ta cheville prenait de la place, comme si elle enflait presque, tu vois. Comme si elle prenait toute la place, comme si la douleur prenait toute la place. Alors là, tu peux t'inquiéter, tu peux dire, mais moi, j'ai pas du tout envie d'avoir autant d'énergie consommée par cet appel de la douleur. Oui, sauf que si tu continues de dilater cette douleur, ça lâche. D'un seul coup, parce que tu lui as donné toute l'attention, parce que tu lui as donné toute ta profondeur, elle a délivré son message, elle s'est sentie entendue et elle lâche. Et puisqu'on est dans le mouvement et comme ça me vient, la suite logique, c'est de la remettre à la terre. C'est-à-dire établir un courant, un contact, des aimants entre toi et l'environnement et faire descendre cette mémoire dans la terre. Et là, tu peux visualiser un drain, tu peux visualiser une nappe carbonique, tu peux visualiser un nuage noir qui descend de ton corps et qui est absorbé par la tellurie du site, de là où on est. Et qui... C'est comme une mère qui viendrait dire, tiens, je prends ton sac de linge sale et je m'en occupe, allonge-toi. C'est comme quelqu'un qui vient en fait prendre le relais, qui vient te vider de tes maux, qui vient te faire une purge, tu vois, une saignée. Et toi, en contrepartie, t'as un relâchement, tu vois. Tu te laisses aller, tu te laisses faire. Et ça, moi, j'appelle ça vider la cuve. Vider la cuve. Je vide la cuve. Et ce faisant, je laisse mes guides de terre, ma nature, mon socle, prendre le relais et je me retrouve en synergie avec les espaces inférieurs. Et je peux rester comme ça, c'est-à-dire que là, tu vois, on va continuer l'échange. Je peux garder une vigilance sur le fait que ce cycle doit se prolonger, de sorte à ce que ce ne soit pas seulement le fait du hasard ou le fait de la coïncidence de la blessure qui me crée ce roulement, mais progressivement que ça devienne une éducation attentionnelle.
et que je sois toujours en contact avec cette machine à laver. Très bien, avec le monsieur qui passe derrière qui nous rappelle que la cheville va vite redémarrer. Merci pour cette belle expérience et ça nous oblige pour le reste de l'entretien. Ouais. Ça nous oblige pas, mais ça nous met cette vigilance que je vais essayer de garder. Et dans toujours ce rapport au corps, donc la notion de blessure, on l'a évoqué, la notion de douleur aussi. Est-ce qu'il y a d'autres moments où tu conseilles d'écouter son corps, autre que dans la douleur? Parce que la douleur, c'est un indicateur facile à entendre dans le sens, quand tu as une douleur aiguë, tu es quand même assez obligé de l'écouter, ou en tout cas, elle te rappelle souvent à ton corps. Est-ce qu'il y a des moments où toi, ou dans tes conseils, tu dis, là c'est bien d'aller écouter son corps, même s'il ne vous a pas dit, je sais pas, j'ai une toux, j'ai mal? Oui, j'avoue que quand même, tout ce qui relève de la gêne, du stress, de la douleur, sont, si on décide de le voir comme ça, des opportunités naturelles de jeu. C'est-à-dire que là, on a parlé de la douleur, tu as raison. Maintenant, si on utilise les autres mots que je viens de prononcer, prenons la gêne, par exemple. La gêne, c'est très intéressant. Tu rentres dans une boulangerie, c'est blindé. Il y a des gens, ils ressortent direct. Ils supportent pas, en fait, qu'il y ait une queue de 10 personnes devant eux et que l'atmosphère, elle soit celle-ci, etc. Bon, la gêne. Pour tout un tas de raisons. Eh bien, là, c'est propice. Là, c'est propice à reconnecter ton système. Si tu décides de te laisser capturer, si tu décides d'y voir une opportunité, et ça, moi j'appelle ça la réversibilité. C'est-à-dire une situation qui, d'apparence, en fait, c'est un merdier, tu la renverses de sorte à ce qu'elle te soit profitable. Et donc en complément de la douleur, je te dirais, il y a toutes les situations qui relèvent de l'impatience, de la gêne, de la peur ou de la honte, qui sont des vrais moments, des invitations. C'est des invitations dans la boîte aux lettres. Toutes les positions inconfortables du quotidien. Et Dieu sait qu'on peut en vivre. Et il y en a. Et Dieu sait qu'il y en a. Tu sais, c'est des réunions dans lesquelles là là, c'est relou, et toi tu vas te sentir dans l'obligation de dire une phrase à un moment donné parce que pour montrer ta vigilance. Là, c'est le meilleur endroit pour tous ceux qui ont la réunionite dans leur et qui sont prisonniers de leur corps dans ces moments-là. C'est le meilleur endroit de ne pas le fuir, ce corps, bien au contraire, et de rentrer en phase avec lui. Moi, je les bénis ces moments-là. Tu me donnes une réunion de 2 heures, mais je ressors, je vais faire un futsal. Parce que là, j'ai 2 heures devant moi. Évidemment, la réunion peut m'intéresser, attention, hein. Mais ma vigilance, mon point de vigilance, ça va être mon corps. Mon point de vigilance, ça va être ce relais corps, ça va être ce mouvement entre moi, le corps, donc quand je dis moi l'esprit, le corps, et la terre. Parce que là, on a invoqué un troisième élément dans l'affaire. C'est-à-dire qu'une fois que mon esprit et mon corps se sont associés, grâce notamment, on l'a dit, à la douleur, il est intéressant d'aller chercher plus bas. Il est intéressant d'aller remettre à la mer, je l'ai déjà expliqué de quoi il s'agit, je le redis là, créer un circuit naturel, hein. C'est presque avoir conscience du fait qu'on est connecté à la Terre, parce que de toute façon, la pesanteur nous y conduit, hein. Et donc, ne pas fuir, en fait, cet écrasement, ce rapport à ce caillou. Et au contraire, le vivre d'une manière totalement équilibrée. Là, on est sur ce que j'appelle la responsabilité attentionnelle. C'est-à-dire que éduquer un esprit à s'habituer à rentrer dans le corps, en fait, ça devrait être un truc qu'on ne perd jamais. Parce qu'enfant, on l'a. Et on le perd fur et à mesure pour plaire à l'adulte. C'est-à-dire qu'on comprend que l'adulte attend un genre de quelque chose de nous. Et donc, ce quelque chose de nous est lié à l'attention qu'on met à l'extérieur de nous. Donc, progressivement, notre attention va être davantage sur les objets du monde et donc à l'extérieur de nous qu'à l'intérieur de nous. C'est possible de faire les deux. Mais je ne sais pas pourquoi, enfin si, je sais un peu pourquoi, mais il y a un moment dans la vie où on va choisir
l'autre Hmm. davantage que soi. Ouais, de l'autre porte. Ouais. Hmm. Donc l'illusion de l'autre plus que l'illusion de soi. Hmm. Voilà. C'est intéressant cette notion d'esprit parce que c'était là où j'avais envie d'aller après. Est-ce que, et tu as un petit peu répondu parce que dans l'enfance, il y a cette idée d'insouciance et donc moins de contraintes de l'esprit, ou en tout cas ça se fait plus naturellement. Mhm. C'est comme ça que je caricature l'enfance. Et est-ce que tu as l'impression, toi, que tu arrives à des moments où ton esprit le fait tout seul, tu n'as pas besoin de te dire là je me mets dans ce genre de position attentionnelle, de rigueur attentionnelle pour écouter mon corps? Est-ce que ça se fait naturellement comme ça pourrait se faire chez un enfant parce que tu l'as entraîné? Mm. Ou est-ce que tu as quand même l'impression que ça doit être comme là j'ouvre cette étape pour le faire? Eh ben, il y a différents niveaux. C'est-à-dire que dans le cadre de ma pratique, par exemple, c'est un moment propice pour que je sois moi. Par conséquent, dans le cadre de ma pratique, cette orientation attentionnelle, elle existe de fait. Donc là, je dirais qu'il n'y a pas d'effort, Ok. pour répondre clairement à ta question. J'entends. Il n'y a pas d'effort, ça se fait naturellement Mm. et de plus en plus. Et c'est le fait d'une pratique assidue, régulière et aimée. Mm. C'est-à-dire que je ne fais pas ça en me disant tiens, je vais soulever des poids ou je vais upgrader. Non, c'est que au moment où je le fais, j'aime. Mm. Et en fait, mes journées sont bénies. Tu vois, hier, j'ai vécu une journée bénie, par exemple, parce que j'ai eu 4 patients l'après-midi. Le matin, c'était un coaching pour une entreprise. Entre midi et 2, je sais plus trop ce que j'ai fait. Je suis allé me balader, je suis allé manger un bout tout seul en ville. J'avais besoin, tu vois, de marcher, de respirer. Et le soir, on s'est vu et on a fait un match extraordinaire. Et derrière, on a eu ce dessert, c'est-à-dire où on se réunit tous. Et donc, ma journée, en termes, si tu veux, d'attention, elle a été relativement à moi toute la journée. Fluide. Ouais, je suis passé d'une porte à une autre en gardant un système de vigilance assez constant. Ça, c'est un premier niveau de réponse. Après, il y a des journées où je vais être beaucoup plus déconnecté de moi et où même ça va me frustrer parce que je ne vais pas l'accepter et je vais avoir l'impression d'en souffrir et ça va être des moments qui vont être extrêmement douloureux pour moi. Et la conclusion que j'en ai tirée et que je revendique à haute voix, c'est qu'on est maître de nos vies et que donc, si tu commences à identifier les endroits où tu es toi, les endroits où par conséquent c'est propice à ce que ton système attentionnel soit celui de l'enfant, ou en tout cas à minima celui où tes corps sont superposés, c'est vers là qu'il faut aller. Et il faut en construire de plus en plus au quotidien. C'est-à-dire que si tu te dis tiens mais moi en fait c'est quand je suis celui-là, toi tu as un don pour l'interview. Lors de la première rencontre, tous les gens qui m'ont fait des retours m'ont dit mais lui mais un don parmi d'autres, parce que je sais que tu sais faire plein de trucs, mais moi, la question que je me poserais à ta place, c'est pourquoi est-ce que je me sens aussi bien quand je fais ça, et où j'ai l'impression, même si je ne suis pas payé tout de suite, même si j'ai l'impression d'être crédité à chaque seconde qui passe, et pourquoi à l'inverse, dans d'autres temps de moi, je suis pas. Ouais, exactement. Exactement. Et ça, pour moi, c'est central. Et ça donne le choix de la responsabilité et le maître de son monde, maître de son univers, comme tu disais. Ouais, Iman, c'est ça, maître de l'univers, exactement. Et est-ce que, je reviens un tout petit peu sur la partie enfance, est-ce que tu as vraiment cette impression que c'est très présent dans l'enfance, ce côté connexion au corps facile? Oui, c'est même théorisé par Piaget. Jean Piaget explique que en fait, de 0 à 7 ans, le mode de fonctionnement de l'enfant, c'est le sensorimoteur. C'est-à-dire, en gros, il découvre par les sens, tu vois, l'environnement. Et c'est d'ailleurs pour ça que quand on est petit, on a l'impression que le monde est géant. Et quand on grandit, en fait, bien tu sais, c'est ces endroits qu'on retrouve et on se dit, oh, mais c'est plus petit que ce que je croyais. Ou bien, une partie de la raison pour laquelle c'est comme ça, c'est parce que quand on est petit, on est plus sensible à un bout de bois, à une rainure, à un carrelage, tu vois, à ce qui se passe en dessous de la table. Quand on est gamin, on est très connecté à ce qu'on peut toucher.
Et progressivement, en tout cas Jean Piaget le théorise comme ça, à partir de 7 ans, il dit que on se détache on va vers l'abstraction en fait. Et donc abstraire, c'est pouvoir avoir une action sur les objets du monde sans les toucher, parce qu'on les a intégrés en tant que forme pensée. Et donc on joue dans notre esprit avec des objets qu'on ne touche plus. Mais la conséquence de ça, cette abstraction crée, disons, allez, schématiquement, un genre de juge intérieur, une instance qui ne joue plus avec les objets du monde, mais avec leur représentation. Et du coup, le corps n'a plus tout à fait la même place, tu vois. Il est décalé d'un cran. Alors je ne dis pas que certains n'arrivent pas à garder une fluidité et n'arrivent pas à avoir ce goût pour les choses alors qu'ils ont réussi le pari de l'abstraction. Mais tu vois, ce sont deux niveaux de traitement de l'attention qui sont différents. Et on ne les vit plus en même temps dans le corps. Ah non, ou en tout cas plus pareil. Et je vais faire une digression par rapport à ça. Pour les gens qui parlent des lois de l'attraction, par exemple, et que ça marche pas, ça me fait rire, pardon. Je suis pas méchant par rapport aux lois de l'attraction, parce que moi je suis convaincu que ça marche. Mais comment? Si par exemple tu veux, je ne sais pas, des vacances à la plage, tu vois, eh bien, et que tu te dis je vais utiliser les lois de l'attraction pour me créer ces vacances-là. Ok, admettons. Il va falloir que dans la représentation que tu vas avoir de toi à la plage, il va falloir que tu la vives et que tu en jouisses comme s'il s'agissait de l'instant présent. Ça veut dire que si toi et moi, là, on veut imaginer quelque chose qu'on veut attirer à nous dans l'univers, c'est ça les lois de l'attraction, c'est attirer à soi, ok? Eh bien, il va falloir qu'on le vive dans nos cœurs à la manière de ce bout de bois. C'est-à-dire que là, si je veux remplacer ce bout de bois par une liasse de billets, il faut que la liasse de billets soit tellement vraie dans mon schéma de pensée que j'ai l'impression qu'elle est dans ma main. Et plus cette impression est forte, et plus cela va générer une émotion. Et cette émotion peut être la satisfaction. Et plus je suis en satisfaction par rapport à cette représentation, moins je suis tendu à l'égard de celle-ci. Moins je manifeste un manque. Et donc, quand je serai en opportunité de vie face à gagner de l'argent, j'aurai une attitude vibratoire qui sera celle d'un homme comblé et pas celle d'un homme qui a la dalle. Et donc, je ne ferai pas fuir les gens qui veulent parier sur moi. Au contraire, je les attirerai à moi. Tu comprends? Ouais, je comprends bien. C'est-à-dire que si le frigo est plein, et tous les investisseurs savent ce dont je parle, c'est facile d'investir quand le frigo est plein. Quand le frigo est vide, tu as la dalle, tu baves, tu vois, tu es en mode survie. Ça se ressent. Ça se ressent. C'est ta dernière. Et les gens ne te font pas confiance. Comment se fait-il que cet homme qui dit ces choses-là est en mode survie, tu vois? Pourquoi il n'arrive pas à transformer son quotidien puisqu'il est si malin, tu vois? Et donc, il y a quelque chose là d'intéressant dans la loi de l'attraction. Alors, elle est absolument amorale. Il ne faut pas réfléchir à ce que c'est bien, c'est mal d'avoir de l'argent, d'avoir une voiture. Il ne faut pas réfléchir comme ça. Il faut se dire, je suis un enfant, je veux quelque chose, c'est une lettre au Père Noël. Et pour que ce quelque chose apparaisse dans ma vie, il faut que j'ai la certitude qu'il est déjà là. Qu'il est déjà là. Comme si je pliais le temps. Comme si j'amenais ce moment du futur, un futur probabiliste, dans lequel je l'ai déjà. Et ce qui va faire la différence entre quelqu'un qui utilise les lois de l'attraction, ça ne marche pas, et quelqu'un qui commence à voir que ça a peut-être un effet, c'est cette densité en fait du présent au moment où il imagine l'événement. Et d'ailleurs, la préparation mentale, c'est ni plus ni moins que ça. Y croire foncièrement, ou se mettre dans des conditions pour y être. Le mot croire est bien choisi, c'est même au-delà, c'est vrai. Ouais. C'est-à-dire que si tu arrives à pousser le projet dans son étape max, c'est dans ta main. Et à tel point que ça va te faire trembler le cerveau parce que tu te dis, mais putain, mais si j'ouvre ma main et que ce lingot d'or, il est là, il va se passer quoi dans ma vie? C'est-à-dire que si j'arrive vraiment à être ce magicien-là, tu vois, et tous les gens qui feront peut-être l'expérience arriveront à ce vertige.
je pense qu'on le vit même à travers, par exemple, le rêve, tu sais, quand on a cette sensation de rêve quasi réel, où par exemple, je sais pas, on vole et que le matin on se réveille et qu'on vole pas, on a touché ce truc de, on y croyait quoi, on était Oui, vraiment dans, je sais pas, la richesse, dans le fait de l'abondance. voler, l'abondance, tout ça. Donc, je pense qu'on l'a tous expérimenté en fait à différentes manières. Après, c'est la question de s'y entraîner, ou en tout cas de faire, de mettre l'attention sur Et je cette crois que c'est question. un peu pour ça qu'on fait ces vidéos, toi et moi. Hmm, Parce qu'en réalité, les questions que j'adore, hein, que tu me poses, sont des questions très terre à terre, hmm, qui m'obligent, moi, à définir ma pratique et à définir des. C'est des maillons manquants. C'est comment un individu passe d'une spiritualité abscon dans hmm, laquelle tu as des gens avec TikTok qui se filment et qui te racontent des punchlines de ouf, mais qui en réalité n'ont pas de mode d'emploi et où hmm, tu te dis, mais ils sont complètement déconnectés du réel, ces hmm, gens-là. Quelqu'un qui a besoin d'argent, be famous, non, en fait, j'ai pas besoin d'être célèbre, j'ai hmm, besoin de manger, tu vois. hmm, Donc, et en fait, c'est ça qui est intéressant dans la démarche qu'on entreprend là, c'est d'expliquer le comment ça se passe, d'expliquer pédagogiquement comment quotidiennement, avec Étienne, la personne avec laquelle je travaille, je t'avais expliqué Talent Campus et Lab, on est sur différents projets, et ça fait des années qu'on bosse dans cette direction, de rendre accessible en fait une certaine méthodologie de l'utilisation du système attentionnel pour que ça ait un impact vrai, hmm. immédiat, direct sur ce que les gens vivent dans le quotidien. Et parmi les choses que les gens vivent dans le quotidien, il peut y avoir des choses comme l'injustice, l'humiliation, la trahison, l'abandon, tu vois. Et ces choses-là sont réelles de leur Hmm. point de vue, de là où ils vivent et où ils sont. Et nous, le propos qu'on a, c'est pas de dire ça n'existe pas, comme tu l'entends par endroits, ouais, vous allez. Hmm. Non, ça existe. Mais qu'est-ce qu'on peut en faire? Partons des armes qu'on a, pas de celles qu'on n'a pas. Partons des armes qu'on a et qu'est-ce qu'on peut faire avec les armes qu'on a par rapport à ce que tu es en train de vivre toi. Ça, je trouve ça intéressant en termes de démarche. Comme tu dis, et c'est pour ça que mes questions sont aussi terre à terre. Je trouve intéressant cette liaison entre l'esprit de la spiritualité et quelque chose de plus matière, terre à terre, parce que ça permet d'éclaircir cette question de je crois ou je ne crois pas. Et comme tu dis, il ne s'agit pas de savoir si je crois ou je ne crois pas, mais juste de savoir est-ce que ça peut, dans un moment T, avoir un impact, Avoir un effet sur moi. avoir un effet sur moi, quel Ouais, qu'il soit, ben oui. finalement. Mais moi, je comprends les scientifiques, c'est-à-dire les gens qui se braquent quand t'entends des mecs prétendre des trucs. Parce que moi, j'en suis en fait à l'origine de ce milieu-là, si tu Hmm. veux. Les études que j'ai fait 9 ans de psycho avec Hmm. un doctorat de psycho. Dans mon doctorat de psycho, j'enseignais les statistiques. J'ai fait les Non, non. neurosciences. Non, mais t'imagines, Ouais, bien sûr. c'est-à-dire que les gens voient la psycho Matière comme une très. science molle. Ouais. Mais putain, il faut avoir une structure et une méthodologie de cerveau qui fonctionne bien. Et en DEA, donc c'était ma 5e année, le diplôme d'études approfondies, j'ai travaillé sur le raisonnement conditionnel, le CP à l'ORCU. C'est Hmm. ce avec quoi en fait tu crées les langages informatiques. Ok. Donc, quand tu as un cerveau comme ça, qui raisonne comme le mien, Hmm. il faut qu'il se passe quelque chose dans ta vie pour qu'à un moment donné, tu te dises, ok, il y a d'autres trucs auxquels j'ai toujours cru, Hmm. mais croire ne suffit pas. Hmm. Maintenant, comment est-ce que dans mon réel, ça peut avoir du sens? Et puis surtout, est-ce que ça m'excite, tu vois? Est-ce que j'ai envie d'être celui-là? Est-ce que je le fais pas pour être sauvé de Dieu, tu vois, par Hmm. exemple? Il n'y a pas une démarche religieuse Hmm. derrière. Non, non, il y a vraiment, et de plus en plus, parce que ma culpabilité disparaît, de plus en plus, il y a une démarche de jouissance. Il y a une démarche de Bah, pouvoir, mais de pouvoir pas dans le sens coercion des gens, des trucs, non, de pouvoir dans le sens se déployer, hmm. pouvoir voler, tu vois, parce que Hmm. tu me parles de voler. Pouvoir voler, pouvoir faire ce qui te plaît, et surtout ne pas subir, tu vois. Hmm. Pas être dans une réalité dans laquelle tu te lèves le matin et le premier truc auquel tu vas penser, parce que ça m'arrive aussi, c'est tes factures Hmm. et le fait que tu peux pas les payer. Hmm. Et ça, c'est extrêmement violent. En termes d'éducation Ouais. attentionnelle, quelqu'un qui viendrait dire à celui qui rame au niveau thune,
Ouais, mais levez-vous le matin, vous allez voir, ça va bien. C'est chaud d'avoir un discours comme ça vis-à-vis de quelqu'un qui remplit pas le frigo, tu vois. Par contre, arriver à lui faire entendre que ça lui coûtera pas plus cher. Donc, d'adopter une certaine stratégie attentionnelle, puis qu'il vérifie par lui-même si oui ou non ça a un impact sur un mieux-être, c'est pas se foutre de sa gueule, tu vois. C'est pas lui dire que demain matin il sera milliardaire. C'est déjà, voyons ce qu'on peut faire au niveau de comment vous vous sentez dans vous. Puis après, c'est progressif. Plus tu es ancré, plus tu as une faculté à dire non. Non à un environnement qui te déplaît, non à des fausses croyances comme quoi tu vas pas retrouver du boulot parce que tu as 50 ans et que tu es dans une boîte depuis 30 ans et que tu n'as qu'une ville et puis que tu n'en changeras pas, tu vois. Et ces certitudes-là sont ébranlées à mesure que tu retrouves ton enfant intérieur, à mesure que tu retrouves une profondeur et à mesure que cette profondeur vient te faire voir toutes les peurs qui se sont glissées dans ta vie et qui en fait sont plus toxiques que ce fameux billet de 500 € que tu n'as pas. Il y a une toxicité de la peur en fait qui te conduit à pas changer ta condition d'être. Et tu vas la remplacer par je peux pas. Faut l'affronter, tu penses? La regarder d'abord. Ouais. Mon Dieu, même pour quelqu'un de courageux, ma recommandation, c'est va pas casser la gueule au Balrog tout de suite. C'est déjà t'ouvres la porte avec humilité, bonjour Balrog. on va se raconter une histoire, je peux m'asseoir. Ouais. Ok. Et pour juste pousser cet exemple que tu as pris, donc celui du tien, comment ça s'est passé? Tu as l'impression d'avoir décortiqué ton esprit scientifique que tu avais de base ou pas? Alors j'ai fait une mort, c'est ce qu'on racontait dans le premier épisode, j'ai fait l'équivalent d'une NDI. Et en fait cet éveil, on peut qualifier d'éveil, qui m'est arrivé donc en 2014, a modifié la donne. Et c'est le fait d'avoir un autre regard sur la mort et le fait d'avoir un autre regard au fait sur le désespoir, c'est-à-dire le moment où ça casse, le moment où tu es l'ombre de toi-même et où tu n'as plus le goût de la vie et où tu acceptes en fait une autre forme de réalité quelle qu'elle soit, ça a modifié ma façon de penser. Plus que ça, hein, c'est beaucoup plus que ça, mais c'est bien de le traduire comme ça. Ça a modifié ma perception du champ du réel. J'ai commencé à me dire, j'étais plus royaliste que le roi dans un premier temps, c'est-à-dire que je voulais absolument comprendre l'invisible et être de cet endroit de l'affaire. Donc, en un sens, plus du tout universitaire. Avant ou après l'éveil? Après l'éveil. Et j'ai couru tous les mètres pour entendre un discours vibratoire et faire mes armes sur l'école de la vibration, si tu veux. Mais je me suis rendu compte, et c'est valable partout, toujours et tout le temps, c'est que tu as des gens qui ne savent pas les outils qu'ils manipulent, et puis surtout, qui sont intelligibles pour une partie, mais pas pour d'autres. Et je me suis dit, ben, moi, ça, je sais faire. Il m'a fallu du temps pour revenir à l'expression de la pédagogie, parce que j'en sortais. Il fallait que je fasse mon expérience, que je me brûle, que je me cogne, et j'ai été très patient, parce que là, on est en 2024, et moi, ça fait 10 ans. Et il m'a fallu 10 ans avant de... Alors, j'ai fait des groupes, j'ai fait des ateliers, j'ai fait plein de trucs, j'ai fait plein de soins. Tu as toujours été praticien dans ces moments-là? Dans ces 10 ans-là, oui. Oui, et donc pédagogue? Eh ben, oui, bien sûr, tu as raison, mais pour que on en arrive là, c'est-à-dire que j'en arrive à ce niveau de clarté dans ma pratique, il m'a fallu 10 ans. Le canal que j'utilisais pour m'exprimer, c'était une manière en fait de laisser des plans supérieurs de conscience, c'est-à-dire des états attentionnels de moi supérieurs, parler à ma place, disons. Aujourd'hui, je dirais que toutes les poupées russes sont alignées. Le petit moi qui était à l'école primaire et qui allait à l'école, qui prenait le bus, tu vois, qui donnait ses bonbons pour être aimé, ou ça m'est arrivé ça quand j'étais enfant. Et le grand moi qui veut en faire quelque chose, qui ne veut pas forcément donner pour être aimé, tu vois, il se rencontre enfin. Il se rencontre enfin. Je donne parce que c'est ma nature, pas parce que j'ai un objectif caché. J'aime cette expression parce que je suis gagnant à le faire, parce que je jouis de ce moment. Donc il y a une part de l'enfant que je fus qui est reconnue
dans l'adulte que je suis. Et cette réalité, elle est nécessaire pour moi parce que c'est là où je suis le plus juste. Je ne veux pas, en fait, si tu veux, être une mécanique. Ma fragilité, mais mes colères aussi que tu connais, me donnent un côté très humain. Et c'est ce très humain, en fait, qui doit être entendu par les prêtres de la spiritualité qui veulent dégommer l'ego à tout prix. Je les exècre. En fait, l'ego n'est pas un problème du tout. L'ego est une fenêtre par laquelle tu vois le monde. Il change. Tu vois, quand on a connecté là, qu'on a rassemblé notre attention et qu'on a connecté le sol, On y est toujours. eh bien, on a utilisé la part de nous capable de focaliser. On a utilisé effectivement un truc qui dans l'absolu n'existe pas, l'ego, qu'on peut voir comme un obturateur, tu vois, qui ouvre et qui ferme. Mais pourquoi en vouloir à un obturateur qui ouvre et qui ferme? Pourquoi en vouloir à un obturateur qui nous fait voir par moment de l'ombre et à un autre moment de la lumière? Pourquoi vouloir à tout prix détruire un système qui nous permet, si on décide d'accepter que c'est ça, qui nous permet d'être extrêmement plastique et de vivre une expérience de matière sans cesse modulée en fonction, en fait, de ce qu'on veut en être. Donc il faut vraiment redéfinir, en fait, l'ego. Ouais. Redéfinir l'ego. Plutôt que de le dégommer à tout prix. Ouais, à tout prix. Et de dire, oh putain, j'ai encore mon ego. Comme si tu luttais contre une partie de toi, tu sais, c'est la pêche au crabe. Et tu te dis, putain, à la fin, je vais bien en venir à bout. Venir à bout de quoi et pour qui? C'est-à-dire, dans quel but est-ce que tu veux à un moment donné être sans ego? Ah ok, être sage. Mais ça te rapporte quoi être sage? Être sauvé? Ah d'accord, de qui? De Dieu, pourquoi? Parce qu'il y aurait un type qui te jugerait à un moment et qui dirait de toi, toi c'est bon, tu te ranges là, toi c'est pas bon. Non, attends, je vais le faire. Je vais m'arranger tout de suite avec cette histoire. Je vais essayer de trouver mon équilibre, quoi. À moi. Ouais. Là, j'entends, c'est très intéressant cette notion d'ego et j'ai beaucoup aimé cette notion de connexion à l'enfant qu'on a été ou qu'on est, qu'on choisit d'être. Et j'ai envie de finir là-dessus avec cette idée de avec joie, de essayer de garder la part enfantine en soi et de pouvoir lui parler, d'être elle tout en étant plus grand aussi, tu vois, plus mûr, mais de ne pas l'oublier d'y être. Et voilà, je pense que c'est une belle fermeture à cette belle discussion, tout en n'oubliant pas qu'on est resté connecté à nos chevilles et qu'il s'est passé quelque chose aussi à partir du moment où on l'a fait, en tout cas pour moi. J'en suis le témoin présent ici. Et donc voilà, je te remercie énormément pour la sincérité de cet échange, parce que je le sens de manière très puissante. Bah écoute, moi aussi. Et puis puisque tu finis par l'enfance, je voudrais quand même sans trahir un secret, mais on est passé par un endroit que tu connais, puisqu'on est passé par un espace où toi tu as fait tes classes. Et le collège Rameau, ouais, juste à côté. Et je trouve que c'est super important, et moi j'ai vraiment envie de conclure là-dessus, de revisiter des mémoires de nous, où parfois on s'est senti faible, ou ramassé, ou pas tout à fait nous, ou pas tout à fait à notre place. Parce que dans le chapelet de ce que nous sommes, il y a ces mémoires, et ces mémoires ont besoin d'être pardonnées, tu vois, ou nettoyées à la lueur de ce que nous sommes. On n'est pas toujours Dieu, on n'est pas toujours, tu vois, Superman, on n'est pas toujours capable. Et c'est super important que l'enfant que nous avons été entende de l'adulte que nous sommes aujourd'hui que c'est exactement le chemin qu'il fallait. Parce que quand tu oublies cet aspect de toi qui a été cela, ben, la fragilité, le caractère, tu vois, unique de ce qu'on vit, ben, tu le perds, du coup. Ça a moins de valeur, ça n'a moins de contraste. Et peut-être que, et je terminerai là-dessus, peut-être que finalement, l'ego, si on décide de le voir comme un obturateur, c'est d'une certaine manière l'instance ou l'entité qui nous permet le contraste. Je crois qu'on a l'ouverture sur la prochaine discussion qui sera très dense sur ce sujet. On se retrouve très très vite pour cette nouvelle aventure. À bientôt. Je te laisse appuyer. Très bien. Sans tout casser.